Avec un crayon de bois, une planche à dessin, un calque polyester millimétré, une mire et un théodolite, Fabrice Chambon et notre regretté confrère Michel Barrère ont procédé à un relevé précis au pierre à pierre, en plan et en élévation, de la tour orientale. L'enregistrement puis l'analyse de toutes ces données est indispensable car cela nous révèle la nature des matériaux employés, le type d'appareil, les traces d'outils et ses irrégularités au moment de la construction des tours. Ce travail considérable est nécessaire, car non seulement il traduit fidèlement l'observation de ces ruines, mais aussi nous donne la possibilité de vous faire partager le fruit de nos recherches. Notre commentaire portera donc sur certains aspects techniques et architecturaux des tours septentrionales et orientales de Caen, ainsi que de leur tracé modulaire et métrologique. Commençons tout d'abord par la tour septentrionale. Cette photo du début du siècle dernier nous montre les ruines de la tour telles que nous pourrions les voir encore aujourd'hui, débarrassées de toute végétation. Comme s'il s'agissait de rendre un hommage aux évêques de Caen, ces 4 ecclésiastiques font une pause sous la voûte en plein cintre de la salle haute. La salle basse, à droite sur ce dessin, est aussi constituée d'une voûte dont on devine le plein cintre, car presque entièrement comblée par des gravats. Sur le mur fronton de la salle haute, à l'intersection de la ligne de naissance de la voûte et dans l'axe de sa flèche, il y a un trou de 3 cm par 3 cm qui est loin d'être anodin. Il s'agit là d'une réservation destinée au scellement d'une petite pièce de bois au bout de laquelle était attaché un cordeau d'une longueur égale à celle du rayon du cintre, contribuant ainsi, au fur et à mesure de l'élévation du fronton, au profil de l'intrado de la voûte. Des cintres en bois étaient placés pour étayer un coffrage pouvant supporter une charge d'environ 90 tonnes. Ensuite, comme on peut le voir sur cette photo, des pierres de forme oblongue étaient disposées debout pour réaliser le clavage de la voûte. Un coulis de chaux et des petites pierres de calage bloqueront la maçonnerie qui se stabilisera lors du décintrage. Dans un deuxième temps, nous avons essayé d'aborder l'aspect métrologique de cette tour au travers d'une trame modulaire. Il s'agit là juste d'une approche globale qui bien entendu mériterait une étude plus fouillée de cette ruine, car il serait vain de rechercher le concept architectonique de cette tour avec notre système métrique. Nous avons d'abord cherché à trouver le module de base qui aurait servi à la construction de cette tour. Un module, c'est une mesure arbitraire définie par le magistère operandi, c'est-à-dire le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, dès le début d'un projet de construction. Ce sera la référence pour tous les acteurs du chantier, sans prendre le risque d'une interférence entre des systèmes de numération où les unités de mesure n'ont pas toujours la même valeur et les mêmes modes opératoires. Mais surtout, cela évite tout risque d'erreur par une mauvaise interprétation des cotes. La dimension de chaque élément architectural est calculée en utilisant des multiples et des fractions de ces modules. C'est ce qui permet de créer une harmonie proportionnelle à l'ensemble d'un bâtiment. Après moult tracés sur la table à dessin, nous avons convenu que la largeur totale du plein cintre du linteau de la porte d'accès à la salle basse était le module de base, car celui-ci est égal au 5e de la largeur de la salle haute. Quant à la porte, elle fait 87 cm de large, soit les 3/4 d'un module. Voilà pour l'heure ce que nous pouvions vous dire sur cette tour septentrionale
dont l'étude est loin d'être terminée. Là encore, les vestiges de cette tour nous montrent les ruines d'une salle basse et d'une salle haute. La salle basse est accessible par un escalier constitué d'environ 14 marches. La largeur des 3 premières marches est égale à la moitié de la largeur de la cage d'escalier. Ceci afin de laisser un palier de dégagement à la porte d'accès de la salle basse. Comme on peut le voir sur ces photos, la 4e marche est au nu du jambage droit de la porte d'accès. Ces jambages, ainsi que les coussinets qui supportent le linteau de la porte, sont chanfreinés. Ces coussinets dénotent, par leur développé particulier, une certaine qualité de travail que l'on retrouve non loin de là, près de Die, à l'abbaye de Valcroissant, sur une fenêtre de rez-de-chaussée. Bien que similaires, ils ne sont pas rigoureusement identiques. Passé le seuil de la porte, il faut faire attention à ne pas se cogner la tête sur le point bas d'une voûte en plein cintre qui couvre cette salle. Cette étrange disposition semblerait être le résultat du réaménagement d'une construction antérieure. Aussi, un énorme bloc de pan de mur maçonné a crevé la voûte lors de la destruction de la tour. Selon nos premières constatations, il semblerait que cette salle basse ait pu servir soit de cave, soit de garde-manger, ou bien d'entrepôt. Passons maintenant à la salle haute. Nous y accédons de l'extérieur en empruntant cette porte à droite de la photo. Face à nous, une ouverture dont l'aspect nous conforte dans l'idée que nous avons bien affaire là à une architecture loin d'être le fruit du hasard. On retrouve souvent ce type d'ouverture dans l'architecture religieuse, comme par exemple cette fenêtre de l'abbaye du Torenay dans le Var. Fenêtre dont le jambage gauche est cassé. Nous l'avons reconstruit numériquement pour mieux entrevoir ce ray de lumière. Le relevé au pierre à pierre nous indique que cette ouverture est située dans l'axe de la largeur de cette salle. Sur cette face, notre regard est attiré par les pierres du blocage de ce mur. Les flèches nous montrent la trace d'une voûte qui couvrait cette pièce. En pointillé vert, le profil d'une voûte en arc brisé. En divisant la largeur en 3 parties égales, donc en 3 modules, nous sommes en présence d'une voûte en tiers-point. Nous avons appliqué une grille de 3 modules par 3 modules sur le plan intérieur de la salle haute. Sachant qu'elle mesure 5,83 m par 5,83 m, nous en déduisons que la valeur métrique d'un module est de 1,94 m. Or, dans l'ancien système de mesure, 1,94 m est égal à la valeur d'une toise, et 3 toises font une perche. Aussi, une toise est égale à 4 coudées. Notons que la perche et la coudée se rapportent plus à une mesure d'arpentage et d'implantation de bâtiments. Plus couramment, dans l'ancien système de mesure et en matière de construction, une toise est égale à 6 pieds. Ainsi, pour ce qui concerne la tour orientale, nous sommes en présence d'un pied d'une valeur de 32 cm 38. Pour vérifier le bien fondé de notre propos métrologique, nous avons appliqué sur le plan de la salle haute une trame à mailles carrées dont la maille principale est égale à une toise et la maille secondaire à un pied. Il en résulte que nous avons des chiffres ronds sur l'ensemble du plan. La salle haute mesure 18 pieds par 18 pieds, l'épaisseur des murs fait soit 7, 6, 3 ou 5 pieds et demi. Cela étant dit, nous allons maintenant descendre à l'ancien monastère du village de Sainte-Croix, dont l'église
a eu la particularité d'abriter deux religions. En effet, à la suite des guerres de religion, un mur la divisa en deux parties, d'un côté un temple protestant et de l'autre une église catholique. L'entrée principale du monastère est surmontée d'un arc doubleau en tiers-point. Il s'agit là d'un vestige de la nef de l'église qui fut détruite lors des guerres de religion. La distance qui sépare les sommiers de cet arc brisé est de 5,80 m, soit 3 cm de moins que la distance qui sépare les sommiers de l'arc en tiers-point de la salle haute de la tour orientale. Si on ramène cette observation à la valeur du pied, nous avons entre ces deux arcs en tiers-point une différence de 0,17 cm, soit pour la tour orientale de Caen un pied de 32 cm 38 et pour le monastère de Sainte-Croix un pied de 32 cm 21. Enfin, si on compare la valeur métrique du pied de Caen, qui est de 32 cm 38, par rapport à celle du pied de Roi, nous avons là une différence de 2 mm 8. Précisons que le pied de Roi fut modifié par Jean-Baptiste Colbert lorsqu'il a réformé la toise du Châtelet à Paris. Le pied utilisé en France correspondait à environ 32 cm 66 avant 1668. Voilà pour l'heure ce que nous pouvions vous dire, et c'est sur l'œil avisé d'un scribe qui, du haut de son modillon, tient en sa main la liste des travaux qu'il nous faudrait réaliser sur le site des Tours de Caen afin de les préserver de la lente érosion du temps.